Bonsoir, cher auditeur, et bienvenue dans cet espace où chaque histoire vraie trouve sa voix. Ici, nous ne cherchons pas le sensationnel, mais la vérité. Nous racontons les faits tels qu'ils se sont déroulés, avec respect pour les victimes, leurs proches et pour la mémoire de ceux qui ne peuvent plus parler. À travers ces récits, nous essayons de comprendre, de réfléchir et de tirer des leçons des événements qui ont marqué les esprits. Parce que derrière chaque affaire, il y a des êtres humains, des émotions et souvent des mystères qui méritent d'être explorés. Installez-vous confortablement. L'histoire que vous allez entendre pourrait bien vous hanter longtemps. Bienvenue dans un récit qui déchire le tissu de la sécurité américaine. Une histoire qui a changé à jamais la façon dont nous voyons nos enfants et les dangers qui les guettent. Nous sommes en 1982, à West Des Moines, Iowa. Une banlieue tranquille, de classe moyenne supérieure, où les voisins laissent leurs portes déverrouillées la nuit et où les enfants jouent dehors jusqu'à la tombée du jour, sans crainte. C'est l'ère de l'innocence. Au cœur de cette communauté vivait la famille Gosh. Noreen, la mère de Johnny, était une femme d'une force et d'une résilience incroyables, forgée par la tragédie. Elle avait survécu à la perte de son premier mari, décédé d'un cancer, et un ouragan qui avait détruit sa maison, blessant ses deux enfants aînés. Elle avait choisi de se renforcer plutôt que de sombrer dans le désespoir. Son fils, Johnny Gosh, né le 12 novembre 1969, avait 12 ans et était un enfant on ne peut plus normal, responsable, passionné de moto tout-terrain. Pour économiser de l'argent afin d'acheter sa propre moto, Johnny travaillait comme livreur de journaux pour le Des Moines Register. Sa routine l'obligeait à se lever avant l'aube, alors qu'il faisait encore nuit. Pourtant, cette tranquillité apparente cachait déjà de premières ombres. Depuis début août 1982, la famille recevait des appels téléphoniques étranges, souvent vers 1h30 du matin. John Gosh Sr., le père, répondait, on lui disait que c'était une erreur, et il raccrochait. Sans identification de l'appelant, le mystère restait entier. Puis, il eut l'incident du 3 septembre 1982. Lors d'un match de football, Johnny s'éloigne pour prendre des collations. Son père le retrouve sous les gradins, en pleine conversation avec un policier. Sous les gradins, dans l'obscurité, à l'écart des regards. John n'approcha pas l'officier mais demanda à Johnny de revenir. Plus tard, Johnny dit à sa mère qu'il voulait être policier un jour, suggérant une conversation anodine. Mais dans le contexte des événements à venir, cet échange demeure profondément troublant. Pourquoi un officier emmènerait-il un enfant parler seul dans un endroit isolé? La veille de la disparition, Johnny demande à ses parents de faire sa tournée de journaux seul pour la première fois. Noreen refuse catégoriquement, craignant le noir. Son père, John, lui dit alors de le réveiller pour l'accompagner. Quelques minutes plus tard, Johnny redescend, serre sa mère dans les bras et lui dit combien il l'aime, un moment que Noreen n'oubliera jamais. Avait-il un pressentiment ou savait-il quelque chose que ses parents ignoraient? À 1h30 du matin, l'appel téléphonique étrange retentit à nouveau. Cette fois, John répond et dit « Oui, d'accord, très bien », avant de raccrocher, et assurer à Noreen qu'il s'agissait simplement d'une mauvaise connexion. Était-ce vraiment le cas? Le matin du dimanche 5 septembre 1982, Johnny, 12 ans, s'éclipsa seul de la maison, sans réveiller son père comme il l'avait promis. Il n'était accompagné que de Gretchen, son petit chien de race Dachshund. Il était 5h50 du matin. Johnny s'est rendu à pied au coin de la 42e rue et Ashworth Road pour récupérer son paquet de journaux. Et là, l'impensable s'est produit. L'enlèvement de Johnny Gosh ne s'est pas déroulé en un éclair. Il a été précédé d'une série d'interactions étranges observées par plusieurs témoins, des détails qui auraient dû alerter les autorités immédiatement. Alors qu'il approchait du point de dépôt des journaux, Johnny fut interpellé par un homme assis dans une voiture bleue bicolore, modèle récent. L'homme, garé là depuis une vingtaine de minutes, demandait des indications pour se rendre à la 86e rue, une rue pourtant située à 20 pâtés de maisons. Johnny, poli, lui fournit les directions. L'homme repart, fait demi-tour et revient quelques minutes plus tard. Cette fois, il s'adresse à Johnny et à son ami Mike, qui était aussi sur sa tournée, leur demandant collectivement la même chose. Le voisin, John Rossi, un adulte,
passait par là pour récupérer son propre journal. John Rossi s'est entretenu avec le conducteur. Il a trouvé le comportement de l'homme si étrange qu'il a cru qu'il était drogué. Il était grand ouvert et je pouvais voir ses yeux fixant l'horizon, a-t-il déclaré plus tard. Pendant que Rossi parlait, Johnny chargeait son chariot. Lorsque Rossi eut fini, le conducteur devint agité. Il se glissa sur le siège du conducteur et, de manière inexplicable, il alluma et éteignit ses feux de dôme 3 fois avant de s'éloigner rapidement. Quelques instants plus tard, un autre livreur de 15 ans vit un homme grand sortir de l'ombre entre 2 maisons et marcher derrière Johnny Gosch alors qu'il se dirigeait vers la 42e rue et Marcourt Lane. Un homme qui rôde, se cachant dans l'obscurité derrière un enfant. Ce détail n'est-il pas glaçant ? Johnny déposa son chariot à l'endroit habituel. Un voisin regarda par sa fenêtre et vit une Ford Fairmont argentée s'arrêter au coin de la rue. Il se détourna brièvement. Il entendit une portière de voiture claquer. Quand il regarda de nouveau, la voiture filait à toute vitesse. Il était environ 6h06 du matin. Ce fut la dernière fois que Johnny fut vu. L'alerte ne fut donnée que vers 7h45 lorsqu'un voisin appela John Gosch Senior pour se plaindre de ne pas avoir reçu son journal. John Gosch fut immédiatement frappé par le caractère inhabituel de la situation, car Johnny était incroyablement responsable. Il n'avait jamais manqué une tournée en 13 mois. Le chien, Gretchen, fut retrouvé, soit rentré seul, soit attaché au chariot par un voisin selon les versions. Les parents retrouvèrent le chariot abandonné au coin de la 42e et Marcourt Lane. Le paquet de 37 journaux était intact. Pas un seul n'avait été livré. L'enlèvement s'était produit instantanément au début de sa tournée. Le père, John, a fait quelque chose d'étonnant. Il a ramassé les journaux et les a livrés lui-même avant d'appeler la police, vers 8h30. Peut-on concevoir qu'un parent dont l'enfant vient de disparaître s'inquiète de livrer les journaux avant de chercher son fils ? Le premier acte d'incompétence choquant fut le temps de réponse. La station de police était seulement à 10 pâtés de maison, mais il fallut près d'1 heure aux officiers pour arriver. Leur premier réflexe fut d'interroger Noreen et John sur la possibilité que Johnny ait fugué. « A-t-il déjà fugué ?» demandirent-ils, suggérant que Johnny était un enfant à problème. Noreen était déjà en train de recueillir les témoignages de tous les livreurs et voisins. Elle leur fournit toutes les preuves, affirmant avec certitude qu'il s'agissait d'un enlèvement. Mais la police ne l'écouta pas, refusant même de prendre les photos de Johnny qu'elle leur tendait. Le pire était la politique d'alors. La police refusa de déclarer Johnny porté disparu tant que 72 heures complètes ne s'étaient pas écoulées. Leur argument, puisque le chariot n'avait pas été endommagé et les journaux non livrés laissés intacts, il n'y avait pas de signe évident d'acte criminel. Un raisonnement qui défie toute logique. Face à l'inertie policière, la communauté commençait à s'organiser. Mais le chef de police d'alors, Orville Cooney, un alcoolique notoire qui quitterait le service en disgrâce, arriva sur les lieux. Ivre, il monta sur une table de pique-nique et, par mégaphone, hurla aux volontaires « Rentrez chez vous. Cet enfant n'est qu'un foutu fugueur. » Cet événement fut un tournant. Les Gosch réalisèrent que la police travaillait contre eux. Noreen exigea l'intervention du FBI, mais les autorités locales refusèrent. Noreen contacta elle-même le FBI, qui accepta de venir, mais fut renvoyée par Cooney, qui prétendit ne pas avoir besoin d'aide. Noreen se vit même refuser l'utilisation gratuite d'équipes de chiens renifleurs et des hélicoptères de la garde nationale, à moins de payer $800 de l'heure. C'est là que Noreen Gosch a montré sa détermination. Elle a méticuleusement documenté chaque détail, chaque date, chaque conversation, se créant un dossier d'enquête personnelle. Les autorités de Des Moines n'ont cessé de bloquer ses efforts. Elles ont refusé de placarder des avis de recherche de Johnny à l'hôtel de ville, arguant que cela dérangerait les visiteurs de la foire locale. Devant ce refus absurde, les soupçons de Noreen ne firent que grandir. Était-ce de l'incompétence pure ou il y avait quelque chose de plus sombre ? Une dissimulation ? Il fallut à Noreen 4 longs mois pour que le cas de Johnny soit finalement reclassé en enlèvement. Mais le mal était fait. Les preuves initiales n'avaient pas été recueillies correctement. Pourtant, des descriptions claires de véhicules, Ford Fairmont bleu et argenté et de personnes, avaient été fournies par les témoins. Noreen fit le lien avec un article paru 2 semaines après la disparition. 2 jeunes filles de Des Moines avaient été enlevées et vendues à un réseau de trafic sexuel à Omaha, Nebraska, puis secourues. Noreen pressa la police d'enquêter sur ce lien. Le chef Cooney refusa. Après une conférence de presse où Noreen mit en lumière les échecs de la police, Cooney se rendit à son domicile et lui cria dessus. Des menaces de mort suivirent, lui intimant d'arrêter ses recherches. « Si vous ne cessez de faire des vagues, vous êtes morte. »
L'insensibilité atteignit le comble, lorsqu'un enquêteur suggéra à Noreen d'avoir un bébé pour s'occuper et oublier Johnny. Le FBI, de son côté, traite à Noreen et ses efforts de folle, loons, pour avoir suggéré que son fils avait été victime de trafic sexuel. En 1983, Noreen et John engagèrent leurs propres enquêteurs privés de haut niveau, dont un ancien chef du FBI, et durent même embaucher leur propre dessinateur robot pour créer un portrait robot de l'homme vu par les témoins. Noreen, transformant sa douleur en action, a réussi un exploit historique. Le cas de Johnny, affiché sur des boîtes de lait à partir de 1984, est devenu l'un des plus célèbres du pays. Grâce à ses efforts inlassables, la loi Johnny Gosch fut adoptée en Iowa, imposant une réponse policière immédiate aux cas d'enfants disparus, mettant fin à la règle des 72 heures. Elle a témoigné devant le Sénat, exigeant des fonds fédéraux pour lutter contre les réseaux de pédophilie organisés. Son plaidoyer a conduit aux créations du Centre national pour les enfants disparus et exploités, un héritage colossal né de l'échec initial des autorités locales. Alors que l'enquête piétinait, des signes troublants confirmaient les pires craintes de Noreen. En mars 1983, à Tulsa, Oklahoma, une femme signala avoir vu un garçon s'enfuir en criant à l'aide, poursuivi par 2 hommes. L'enfant l'avait supplié « S'il vous plaît, madame, aidez-moi, je m'appelle John David Gosch ». Les hommes l'avaient rattrapé, tordu son bras et l'avaient traîné. La police locale écarta le signalement comme une dispute familiale. Ce n'est que des mois plus tard, après avoir vu l'image de Johnny à la télévision, que la femme insista. Les enquêteurs privés de Noreen confirmèrent, en 1984, qu'il s'agissait bien de Johnny Gosch. Une chance perdue, encore. En 1984, un enquêteur privé, Sam Soda, prit contact avec Noreen. Il prétendit qu'un informateur lui avait parlé d'un enlèvement planifié. Un autre livreur de journaux serait enlevé au sud de Des Moines la 2e semaine d'août 1984. Et, comme prédit par l'informateur, le 12 août 1984, Gene Martin, 13 ans, un livreur de journaux, disparut à seulement 7 miles de l'endroit où Johnny avait été enlevé. Seul son sac de journaux non livré fut retrouvé. Cette fois, la police et le FBI ont réagi rapidement, alertés par la similitude frappante des 2 cas. Pourtant, comme l'ont souligné les parents de Gene, les forces de l'ordre savaient gérer un vol à main armée, mais pas une disparition d'enfants. Peu après l'enlèvement de Gene, Noreen reçut une affiche étrange. Elle contenait un croquis du conducteur de la Ford bleue et un second croquis, ressemblant étrangement à Sam Soda, l'enquêteur qui avait prédit l'enlèvement de Gene. Sam Soda affirmait que le coupable était Frank Sikora, un ancien employé du Des Moines Register, renvoyé pour avoir agressé sexuellement au moins 14 livreurs de journaux. Sikora connaissait toutes les routes. Mais quel rôle Sam Soda jouait-il réellement ? En 1985, un signe poignant de vie apparut. Une femme de Sioux City, Iowa, reçut en monnaie un billet de $1 sur lequel était écrit à l'encre « Je suis vivant, Johnny Gosch ». L'analyse graphologique a confirmé que la signature était bien celle de Johnny. Bien que le billet ait été en circulation depuis 1974, la signature indiquait que Johnny était en vie après son enlèvement. Mais comment une mère pouvait-elle continuer à vivre avec l'espoir qu'il était vivant tout en sachant qu'il ne pouvait pas revenir ? En 1988, Noreen reçut une lettre dactylographiée, postée de l'Idaho. Elle s'effondra en la lisant. La lettre disait « On ne me permettra pas de rentrer à la maison. Ils m'ont coupé les cheveux, teint mes cheveux, j'ai l'air différent. S'il vous plaît, ne m'oubliez jamais. » La signature était distinctive et personnelle. « Love your son, Johnny Gosch ». Johnny avait l'habitude de signer ses lettres de cette façon particulière, un détail que seuls ses parents connaissaient. Noreen en était certaine. C'était lui. L'affaire entra dans une nouvelle dimension terrifiante en 1989 avec l'apparition de Paul Bonacci. Âgé de 21 ans et incarcéré, Bonacci se présenta avec des révélations détaillées sur un cartel de trafic sexuel d'enfants dirigé par des figures puissantes, notamment Lawrence E. King Jr., un homme d'affaires en vue et un acteur montant du Parti républicain à Omaha. Paul Bonacci, qui affirmait avoir été lui-même victime de trafic depuis l'âge de 6 ans, a avoué avoir participé à l'enlèvement de Johnny Gosch. Il a raconté que la nuit précédant l'enlèvement, un homme nommé Emilio l'avait emmené à Des Moines dans un hôtel. Un autre homme était arrivé avec la photo de Johnny, la cible. Le matin, Emilio avait conduit la Ford Fairmont bleue dans le quartier de Johnny.
Paul avait été forcé de maintenir Johnny en bas, d'utiliser du chloroforme pour l'assommer et, plus dérangeant encore, d'agresser sexuellement Johnny devant une caméra. Lorsque John Gosch Sr. a rencontré Bonacci en prison, Paul lui a dit « Vous ressemblez à... Ce ne sont pas les yeux, vous ressemblez à Johnny Gosch ». John Sr. a gardé ces informations cruciales secrètes pour Noreen pendant 2 ans, pour des raisons qu'il a dit être de la protection. Ce secret a finalement conduit à leur divorce. Malgré les témoignages d'autres victimes et les accusations contre Lawrence King pour avoir organisé des ventes aux enchères d'enfants, l'affaire fut classée sans suite par le grand jury comme un canular soigneusement élaboré. Paul et une autre victime, Alicia Owen, furent accusés de parjure. King, quant à lui, fut uniquement condamné pour un détournement de fonds de 40 millions de dollars. Mais en 1991, Noreen rencontra Paul Bonacci et fut convaincu. Paul connaissait des détails intimes et non publiés sur Johnny, sa propension à bégayer lorsqu'il était nerveux, une cicatrice sur la langue, une cicatrice due à une brûlure sur sa jambe inférieure et le fait que Noreen était professeur de yoga. Comment Paul aurait-il connu ces secrets sans avoir été physiquement avec Johnny? Paul révéla également que l'homme qui avait montré la photo de la cible à l'hôtel était Sam Soda, l'enquêteur privé qui avait prédit l'enlèvement d'Eugène Martin. Paul a guidé les enquêteurs vers une maison au Colorado où Johnny et d'autres garçons avaient été détenus. Dans le documentaire Où took Johnny, Paul a montré une cachette souterraine, un trou creusé sous la maison où les enfants étaient cachés lorsque la police passait. Des initiales étaient gravées dans les poutres de bois. Malgré ces preuves physiques et corroborées, et malgré la découverte d'un message sur un mur de toilette à Denver disant « Johnny Gosch était ici », que Paul a pu décrire en détail, le FBI et la police de West Des Moines ont refusé de parler à Paul Bonacci ou de suivre ses pistes. Pourquoi ? Pourquoi cette résistance farouche? Dans un segment choquant, un agent du FBI interrogé sur l'affaire Johnny Gosch est devenu visiblement troublé et le service de presse a coupé court à la conversation, affirmant qu'il ne pouvait pas en parler. Que craignait-il de révéler? Les théories les plus sombres tournaient autour de la raison pour laquelle les forces de l'ordre avaient reçu l'ordre de rester inactives le matin de l'enlèvement. Paul Bonacci a levé un coin du voile. Lors d'une audience en 1999, le juge lui demanda comment les ravisseurs savaient que Johnny serait seul ce matin-là. Bonacci répondit sans hésitation. Des arrangements préalables ont été pris avec M. Gosch au téléphone à 1h30 du matin. On lui a dit de ne pas aller faire la tournée le lendemain matin. Cette accusation, que Noreen n'avait jamais entendue auparavant, jetait un doute terrible sur John Gosch Sr. Pourquoi son père avait-il permis cela? D'autres faits étranges ont alimenté la suspicion. John Sr. fréquentait un club connu pour être un lieu de recrutement pour Lawrence King. Pire encore, John Sr. avait emmené une autre femme en prison pour rencontrer Paul Bonacci, la présentant à 25 reprises comme Noreen, sa femme. John Sr. a publiquement mis en doute le récit de son ex-épouse sur les événements postérieurs, avant de quitter la région. Si cette terrible trahison était vraie, elle expliquerait l'immobilisme de la police. Le système était impliqué, peut-être dès le début. Puis, en 1997, après des années de silence et de combat, Noreen fut forcée par un serment sous la contrainte du tribunal de révéler son plus grand secret. En mars 1997, vers 2h30 du matin, on frappa à sa porte. Elle vit un jeune homme à travers l'entrebâillement, les cheveux teints en noir de jais, l'air méconnaissable. Mais elle a regardé ses yeux. Les yeux ne changent pas, a-t-elle témoigné. Elle a demandé « Qui est-ce » Il a répondu « C'est moi maman, Johnny ». Johnny, qui avait 27 ans à l'époque, a confirmé son identité en lui montrant la tache de naissance sur sa poitrine. Ils ont parlé pendant près de 2 heures. Il a confirmé tout ce que Paul Bonacci avait dit sur son enlèvement et son intégration forcée dans une organisation de trafic sexuel. Il lui a expliqué pourquoi il ne pouvait pas rester, pourquoi il ne pouvait pas rentrer à la maison, même s'il était libre de la captivité directe. Il vivait sous une fausse identité, craignant que les ravisseurs ne reviennent pour tuer le témoin de leur crime, Johnny. Il craignait aussi la vie de sa mère si elle le dénonçait. Noreen comprit la douleur de son fils. Elle a gardé le secret pendant des années. Comment ne pas respecter le souhait de son propre enfant de survivre, même si cela signifiait le perdre à jamais? Plus tard, en 2006, un ensemble de photos troublantes fut déposé sur le pas de sa porte. Elles montraient de jeunes garçons bâillonnés et ligotés, et l'une d'elles, bien que floue, montrait un garçon ressemblant à Johnny, avec ce que Noreen croyait être sa marque de naissance.
Était-ce une preuve ou un avertissement? L'une des théories les plus tenaces, bien que non prouvée, est que Johnny Gosch serait aujourd'hui Jeff Gannon, un ancien escort boy qui avait obtenu des accréditations de presse pour la Maison-Blanche malgré ses faibles qualifications. Noreen et ses enquêteurs ont insisté sur un test ADN, car son histoire personnelle était trouble. Bien que Gannon ait publiquement accepté un test, il n'a jamais été effectué. Pourquoi quelqu'un qui prétend n'avoir rien à cacher refuserait de dissiper tout doute en un seul test? Aujourd'hui, l'affaire Johnny Gosch est officiellement toujours ouverte, bien que la police de West Des Moines affirme n'avoir reçu aucune piste exploitable. Mais pour Noreen Gosch, l'affaire est résolue. Elle sait que Johnny a été victime de la traite humaine et qu'il est vivant. Il est quelque part, se cachant dans la société, luttant pour sa survie, incapable de reprendre son identité pour protéger sa vie et la sienne. L'histoire de Johnny Gosch est bien plus qu'une simple disparition. C'est l'histoire d'une mère qui a dû se battre contre la négligence, la corruption et un système qui refusait de croire que des réseaux criminels organisés pouvaient opérer en plein jour. Combien d'autres enfants ont disparu de la même manière, engloutis par ces anneaux impitoyables, forcés de vivre dans l'ombre par peur d'être tués s'ils parlent? L'héritage de Noreen Gosch, le National Center for Missing and Exploited Children, et la loi qui porte son nom, a sauvé des milliers d'enfants. Mais le mystère de son propre fils et la question de savoir qui a donné l'ordre de ne pas chercher demeure. Était-ce de l'incompétence ou la protection d'hommes puissants, de figures respectées dans la politique, la finance et peut-être même les forces de l'ordre? Johnny Gosch est le visage de l'innocence perdue, l'enfant qui ne pouvait pas rentrer chez lui. Et nous sommes obligés de nous demander si l'histoire est si clairement tracée, si les témoins ont parlé, si les victimes ont avoué. Pourquoi 40 ans après, les institutions persistent à dire qu'elles n'ont aucune idée de ce qui lui est arrivé? La vérité est-elle simplement trop sombre pour être admise ?